Situé le long de la Vienne, le moulin de Chittré offre un magnifique ensemble architectural dans un cadre bucolique. Le lieu idéal pour vous inviter dans cette partie du Poitou à la découverte de lieux et de personnages surprenants. Nous commencerons par la réserve naturelle nationale du Pinail, un site qui a été exploité durant plus de 1000 ans par l'homme pour en extraire des pierres destinées au fonctionnement des moulins, devenu en 40 ans un des plus hauts lieux de la biodiversité en France. Nous partirons ensuite en balade dans un monument historique, un monument naturel, la forêt de Moulières, le plus grand massif du département. Après une descente tout en douceur en canoë le long du Clin, je partagerai avec vous une expérience. Ce sera mon premier bain de forêt avec des adeptes de ce qu'on appelle la sylvothérapie. Cap sur la Vienne, à l'écoute de la nature. La réserve naturelle nationale du Pinail occupe un plateau dominant la Vienne, situé entre Poitiers et Châtellerault. Un site à la croisée du patrimoine naturel et culturel, car le lieu, devenu aujourd'hui un havre de paix pour la faune et la flore, fut d'abord une carrière à ciel ouvert, quasi unique en France. On pourrait presque imaginer, Kevin, que ce site a été bombardé par une pluie de météorites, mais ce n'est pas le cas. Quelle est la raison d'être de ces fosses, de ces mares ? Alors en fait, ici, on est sur la plus vaste carrière de pierre meulière du monde, rien que ça. Et oui, pendant près d'un millénaire, l'homme ici a exploité la roche, et qui était d'une telle qualité qu'elle a servi à faire les pierres de moulin pour moudre le grain, et faire la farine, le pain, etc. Et ça s'étendait sur le Pinail, près de 1000 hectares, et donc c'est considéré comme la plus grande, la plus vaste carrière de pierre meulière du monde. A-t-on une idée du nombre de pierres qui ont été extraites de cet endroit ? Oui, comme ici on étudie beaucoup ce patrimoine, sur la réserve on a 6000 mares. Sur le Pinail, il est estimé entre 8 et 10 000. Alors, on n'a pas encore le chiffre exact, mais avec cette estimation, en fait, on a pu avoir une idée du nombre de meules extraites du Pinail. On est sur un chiffre autour de 200 000 meules, rien que ça, sur le Pinail. Donc c'est vraiment la plus grande carrière du monde, c'est très important. Et c'est un paysage, ça a donné un paysage phénoménal. Alors qu'on comprenne pourquoi ça a donné naissance à ces fosses, puis à ces mares, en fait, pour extraire ces pierres, comment on s'y prenait ? Eh bien, en fait, on se trouve sur un sol qui est argileux. À l'intérieur, il y a des masses de silex, de roches siliceuses, un peu comme des bancs de poissons. C'était pas uniforme, c'était dispersé ça et là. Et donc, l'homme devait sonder le sol dès qu'il tombait sur ce banc qui était en gros à 1 mètre de profondeur. Et il enlevait toute la terre qu'il mettait sur les côtés. Donc, c'est pour ça qu'on a un micro-relief très accidenté ici. Et puis, une fois que c'était détouré, on imaginait combien de pierres on pouvait tailler. Et donc là, on utilisait ces fameux outils qui duraient seulement 2 mois à en faire. Et puis, on extrayait cette pierre et la qualité de cette pierre était telle qu'elle était réputée, et ce qui permettait une livraison jusqu'à 300 km alentour du Pinail. Et cela grâce à la présence de la Vienne juste à proximité, puisque c'était livré par voie d'eau. Et on allait même jusqu'à la Loire. La rareté et la vulnérabilité de cet environnement ont justifié la création en 1980 de la réserve naturelle nationale du Pinail. La richesse du lieu ne s'impose pas au premier regard. Et pourtant, elle est d'une ampleur inédite. 2700 espèces différentes cohabitent dans ces zones humides. Oiseaux, papillons, libellules, grenouilles, écrevisses, serpents, mais aussi champignons, orchidées, sans oublier 4 plantes protégées au niveau national, dont la magnifique et vorace Drosera. Alors raconte-moi comment la Drosera fait puisqu'elle est carnivore, pour attraper sa proie. Elle a des feuilles au bout desquelles il y a des cils, comme si c'était mes doigts. Et au bout de chaque cil, on avait une petite goutte d'eau. Alors, ce n'est pas une goutte d'eau, c'est un mucus qui est à la fois odorant pour attirer les insectes et aussi collant.
Donc en fait, avec cette odeur, elle va attirer les insectes qui vont venir se poser sur la feuille. Et puis cette petite gouttelette d'eau qui est aussi collante, va empêcher l'insecte de pouvoir repartir. Et donc plus l'insecte va bouger sur la feuille, plus ça va activer la plante qui va délicatement et très lentement fermer sa feuille autour de l'insecte. Et puis après, ça fonctionne comme un estomac, comme le nôtre. C'est-à-dire que là, la plante va libérer des sucs digestifs. Et donc ça va liquéfier, rendre complètement liquide l'animal. Et puis la plante va pouvoir absorber les nutriments tout simplement. Ce site, il a été exploité par l'homme, tu nous l'as dit, on peut presque parler d'industrie. Et aujourd'hui, c'est un lieu riche en biodiversité. Symboliquement, c'est fort quand même. En l'espace d'un siècle et demi, ce site a été plus ou moins délaissé. La nature a repris ses droits et c'est devenu une réserve naturelle nationale. Et donc ça montre très clairement la capacité que la nature a à se réapproprier l'espace que l'on lui laisse, si tant est qu'on arrive à lui laisser. Et donc aujourd'hui, voilà, près de 2500 espèces prospèrent dans ces mares, dans ces landes. Et c'est le plus beau message qu'on peut porter. Laissons un petit peu de place à la nature et elle nous le rendra. Pour les membres de l'association Gérépi, qui gère la réserve, le pinail est comme un laboratoire à ciel ouvert qui permet de mieux connaître les espèces, leurs interactions avec le milieu. Eric retrouve Yann, en charge du volet connaissances scientifiques depuis 2008. Salut Yann. Bonjour Eric. Je t'ai vu de loin en pleine action. Qu'est-ce que tu fais? Tu chassais le papillon? Alors non, parce qu'on a beaucoup de papillons sur le site, mais pour le coup là j'étais à la chasse aux libellules. Et du coup je t'en ai gardé une que je viens d'attraper. Alors si elle peut bien se laisser attraper, voilà. Je l'entends. Ouais. Hop là, c'est un petit Sympétrum. Voilà, c'est un savoir-faire déjà de savoir l'attraper. Ouais. Oh, c'est tout rouge. Un bon coup de poignet, hop, il faut bien l'attraper tout doucement par les ailes. Et donc voilà, une caractéristique, elle est toute rouge avec des pattes noires. Ce sont des as en plein vol, hein, les libellules. Alors c'est effectivement depuis des millions d'années en fait, leur morphologie n'a pas évolué. Des gros yeux, des ailes avec 3 muscles par aile qui leur permettent de faire toutes les figures avec des pointes à 100 km/h en vol. 100 km/h. Ouais. Et donc elles attrapent tout ce qui vole, notamment les moustiques qui sont un peu vus par tout le monde comme des bestioles très embêtantes. Eux, ils s'en nourrissent parce que les moustiques, ça vole très très lentement. Ce qu'on ne soupçonne pas, c'est que lorsqu'on admire une libellule en train de voler, ce n'est qu'une petite période de sa vie en fait. Oui, en fait, la majorité du temps du cycle biologique d'une libellule, ça se passe sous l'eau, au l'état larvaire. Chez nous, c'est 1 à 2 ans sous cette forme de larve. Il y a ce moment un peu magique, comme pour un papillon qui va changer d'état avec la chrysalide, c'est le moment où elle sort de l'eau. Oui, c'est la métamorphose, la mue imaginale pour devenir donc un imago, un adulte. Elle va sortir de l'eau, se mettre sur la végétation, s'accrocher, et puis au niveau du thorax, là, en haut, elle va sortir de cette peau, en fait une sorte de boîte à chaussures trop petite pour lui permettre de se métamorphoser complètement et de devenir volante. Tout au long du parcours, les visiteurs peuvent accéder à des vidéos qui révèlent un monde insoupçonné. Qui peut imaginer qu'une petite mare de quelques mètres cubes abrite des milliards d'êtres vivants? Un écosystème où se côtoient du plancton végétal, grâce auquel nous respirons sur Terre, mais aussi des larves d'insectes, des poissons, des batraciens, des mollusques. Une micro-société où tous les occupants sont reliés par la chaîne alimentaire. Une chaîne alimentaire, donc, c'est la mise en exergue des relations entre les espèces, qui mange qui. Par exemple, la grenouille, quand elle est tétard, elle va manger de l'herbe et puis elle va être prédatrice quand elle est adulte des libellules. Par contre, à l'état larvaire, quand elle est sous forme de tétard, c'est la libellule qui va venir bouffer sa larve. Donc on peut être à la fois proie et prédateur selon son stade de vie. Je vois que tu as posé ici des pièges aquatiques. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc ce sont des amphicaptes. En fait, on fait des études sur les tritons notamment. Et donc ça permet de pouvoir les observer, de détecter en fait leur présence dans des mares. Regarde, on a attrapé, donc ça c'est un triton crété, c'est une magnifique espèce. Donc elle est caractérisée par ce ventre jaune avec des points noirs. On en a de moins en moins sur la réserve. Elle bouge de mare en mare parce qu'en fait, avec les changements climatiques et la baisse de niveau d'eau, l'augmentation de la température,
Et c'est une espèce qui est en train de disparaître petit à petit, des mares les moins profondes. Ah, certains pourraient dire, bon, un triton qui disparaît, c'est pas si grave que ça, indépendamment du fait qu'il soit joli. En fait, si, c'est grave. Il faut voir qu'un écosystème, si on pouvait prendre une métaphore, c'est un peu comme un avion, quoi. Si vous retirez une espèce, vous retirez un boulon. Vous retirez un boulon, 2 boulons, 3 boulons. Au bout d'un moment, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que je monte encore dans l'avion? Perdre des espèces, c'est perdre des boulons sur un avion et à un moment donné, plus rien ne fonctionne, quoi. Dès qu'on prend un peu de hauteur en montant sur ce belvédère, par exemple, on voit qu'on est vraiment dans un milieu humide. Or, ces zones humides, elles sont non seulement menacées, mais en péril. Oui, elles ont disparu à plus de 2/3 ces 100 dernières années. Et puis, avec les changements des pratiques agricoles, de l'urbanisation, hein, je ne sais pas si tu sais, mais on a 7 mètres carrés de béton en plus chaque seconde en France. Et c'est notamment de la bétonisation qui a lieu sur ces zones humides. Tu prenais tout à l'heure l'image de cet avion avec les boulons. Est-ce qu'on a un espoir de les réparer, ces boulons? Alors, il ne faut pas qu'on ait juste l'espoir, parce qu'en fait, si on extrapole cet exemple de l'avion, tout à l'heure, je parlais d'un écosystème qui était la mare, mais si on extrapole, en fait, l'écosystème qu'on a de plus grand, c'est la Terre. Et donc, on est tous dans cet écosystème, donc on est tous dans cet avion. Donc, on n'a pas trop le choix que de le réparer et de faire en sorte de perdre le moins de boulons possible, parce que si l'équilibre est cassé, c'est l'avenir de notre planète, de l'humanité qui est aussi en jeu. Ça fait très longtemps que tu travailles sur cette réserve. Personnellement, toi, qu'est-ce que tu en retires? On en retire beaucoup de satisfaction parce qu'à chaque fois qu'on va regarder une espèce, qu'on va s'intéresser aux interactions, que ce soit les fourmis, les crustacés, etc., on plonge dans un monde, on met le doigt et puis hop, on est aspiré par toutes ces histoires de vie qui sont absolument passionnantes. Puis ce qui est encore plus beau, c'est quand on va transmettre ça. Parfois on parle d'une fourmi, une pauvre fourmi, et puis quand vous la faites passer de main en main et que vous avez le temps d'expliquer ses traits de vie, à la fin ça devient un trésor. Et on sait que là on a gagné quelque chose. La réserve du Pinail est comme une île au milieu d'un océan forestier. Avec 6 900 hectares, la forêt de Moulières est le poumon vert du département. Mais sa surface, sa physionomie ont beaucoup varié au fil des siècles. J'ai l'impression, Michel, que de chaque côté du chemin, nous n'avons pas exactement la même forêt. On a la décomposition de ce qu'on trouve en Moulières. On a effectivement d'un côté du pin, plantation monospécifique, il y a une essence, et puis de l'autre côté, on a une très grande variété, mélangeant le pin et le feuillu, et donc d'une grande richesse au niveau de la biodiversité. Il y a vraiment une opposition entre les deux techniques culturelles, parce que c'est de la sylviculture quand même des deux côtés. La forêt traditionnelle, celle qu'ont connue les gens d'ici, c'est plutôt l'ancienne, la forêt naturelle. C'est plutôt la forêt de gauche. Les résineux, ils arrivent dans les années 60-70. Avant, on est vraiment dans une forêt de chêne. Moulières, c'est en totalité une forêt de chêne. Est-ce qu'on peut dire qu'une forêt, c'est un peu comme une cathédrale, un château, ça a une histoire, ça n'arrête pas de changer? Ça n'arrête pas de changer, c'est vraiment du patrimoine naturel, donc au même titre qu'on a du patrimoine bâti, et qui évolue effectivement dans le temps, à travers la perception qu'en ont les hommes, l'usage même qu'ils en ont, et puis le travail qui en résulte. Parce qu'une forêt, c'est complètement vivant, parce qu'il y a des animaux, de la faune, de la flore, mais c'est aussi très proche de l'homme. L'homme, il a toujours vécu avec la forêt, il en a toujours eu besoin, et il en a toujours besoin. Et tout ça, au fil de l'histoire, ça n'a quasiment jamais changé. Ce qui est intéressant à t'entendre, c'est qu'une forêt, ça raconte quand même principalement l'histoire des hommes. Ah ben complètement. Ça a été les premiers lieux de ressources. Hein. On y chassait, on y avait du bois pour faire du feu. Donc on peut remonter très loin dans le temps, y compris au Paléolithique. Du reste, il y a des outils, des haches taillées qui ont été trouvées en Moulières et qui remontent à cette époque-là. Ça veut dire que déjà, il y avait des gens qui la fréquentaient. Le mot Gaule lui-même vient du mot forêt. Hein. Il y a vraiment une histoire qui s'enchaîne jusqu'à nos jours, où les usages sont plus tout à fait les mêmes, hein, essentiellement forestiers et touristiques maintenant, je crois qu'on peut dire ça, et pour la chasse. Écrivain, naturaliste, Michel Granger est l'auteur de Moulières, La forêt des pierres, le livre référence sur les richesses naturelles de ce massif forestier, mais aussi sur le rapport des hommes avec cet endroit.
Oui, donc là, je voulais te montrer ça parce que c'est pour moi un des lieux les plus mystérieux de la forêt. D'abord parce qu'on ne s'attend pas à trouver une tombe au cœur d'une forêt, mais ça prouve qu'on y vivait. Donc il y aurait eu un enfant, d'où le nom de la tombe à l'enfant, qui aurait été tué ici, dans des circonstances qu'on ne connaît pas puisqu'on est en plein légendaire. Alors je vois une date là marquée 1735, on sait de quand elle date cette Alors, stèle? on est sûr que la date remonte à cette époque-là, mais l'implantation de la stèle, on ne connaît pas la date non plus. On nage vraiment en plein mystère et en pleine pratique magique, disons. C'est-à-dire que c'est devenu un lieu de pèlerinage Ça a été un lieu de pèlerinage jusqu'à la Révolution, régulièrement à certaines périodes de l'année où on venait, on se recueillait, éventuellement on grattait quelques éléments de la pierre voilà, pour faire de la médecine traditionnelle, si je puis dire. C'est la première fois que je vois ça. Ce sont 2 petits bouquets de bruyère avec un lien, mais ça signifie qu'il y a des choses qui durent comme ça. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont venus ici et oui, déposer oui. ça avec une arrière-pensée, quoi. C'est obligatoirement, il y a une arrière-pensée, oui. Il y a vraiment de la pratique religieuse. Des croix, il y en a partout sur la pierre. Il y a des endroits où, ici, il y a un DM, c'est Domina Maria. Voilà, les pierres tombales, à l'époque, sont quand même liées à la religion, même s'il y a des pratiques toujours un petit peu parallèles. Je me trompe ou cette forêt de Moulières, elle t'intéresse aussi parce que justement, elle est un endroit propice aux croyances? En soi, une forêt, c'est un lieu de recueillement, de ressourcement. Du reste, il y a des gens qui les utilisent en tant que tels. Et la forêt, ça se parcourt seul, dans le silence, dans la demi-obscurité. Enfin, il y a du vrai ressourcement, mais en même temps, et c'est un de mes centres d'intérêt, il y a de la biodiversité, je veux dire. Il y a tout, on trouve tout en forêt. Pour explorer différemment les paysages poitevins, Éric embarque sur un kayak en compagnie de Thierry afin de naviguer sur le Clin, une petite rivière de 125 km de long qui, avant de se jeter dans la Vienne, traverse le département du nord au sud. Thierry, j'ai l'impression qu'on est seul au monde, mais si on avait navigué à cet endroit il y a quelques siècles, est-ce que ça aurait été également le cas? Ah non, il y avait beaucoup de monde sur le Clin, puisque le Clin est navigable sur 100 km de long. Il est navigable depuis l'Antiquité. Quel type d'embarcation venait ici? C'était pourquoi? Pour le commerce? C'était des embarcations à fond plat pour le commerce du vin, parce que tout le coteau de la région de Buxerolles était planté de vignes. Et on extrayait des pierres ici dans les carrières de Bonillet. Et sur le Pinail, on faisait de l'extraction de pierres de Molière. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Ça passait par ici? Elle passait par ici. Les bateaux étaient conçus pour pouvoir transporter une centaine de tonnes. Wow. Même les Vikings ont surmonté jusqu'à Poitiers par le Clin pour incendier Poitiers. Tu veux dire que là, nous passons où des Vikings sont passés avec des dracars? Tout à fait. Waouh, pas mal. C'est pas mal. Bon, c'est une navigation qui est très calme. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que pour la pratique sportive, c'est intéressant le Clin? C'est tellement sportif qu'il y a quand même sur le Clin 3 clubs de canoë-kayak. Ah ouais? Ouais. Donc avec des athlètes qui sont de très haut niveau, puisque même à Chasseneuil, on a quand même quelqu'un qui est champion du monde de canoë-kayak en junior. Et donc il a appris à pratiquer le kayak ici à Chasseneuil. C'est une super ambiance quand même, de naviguer sur l'eau. On a toujours l'impression d'être dans le monde, mais un peu hors du monde. On a l'envers du décor. C'est-à-dire qu'on voit tout ce que les gens ne voient pas. On est des voyeurs. Sur l'eau comme sur terre, les chemins de traverse réservent de belles surprises. Thierry emmène Éric dans un petit bras d'eau, un bief créé il y a des siècles pour alimenter le moulin et la ville de Chasseneuil-du-Poitou. Ce canal de dérivation était il y a peu impraticable. Ce sont les membres du club qui l'ont bénévolement nettoyé. La descente se termine dans une cité royale, car c'est bien ici, à Chasseneuil-du-Poitou, que naquit au Moyen-Âge Louis Ier, dit le Pieux, l'un des fils de Charlemagne. Je voulais te remercier, Thierry, parce que ça a vraiment été une découverte pour moi. Clin, canoë et kayak, j'aurais pas associé. Maintenant, je sais que c'est un endroit formidable pour pratiquer ce sport ici. Je vous ai fait partager un petit moment de ma passion.
ce que je partage tous les jours et avec tous les gens qui viennent nous voir au club de kayak. On a un voyage à travers le temps qui est assez génial sur Chasseneuil parce qu'on a ce cours d'eau qui est magnifique. Pour terminer nos escapades dans la Vienne, nous repartons dans la forêt de Moulières. Éric y retrouve Belinda et François. Depuis quelques années, le couple propose à des petits groupes de vivre une expérience, un bain de forêt. Pendant cette balade, ouvrez vraiment grand vos oreilles, votre regard, prenez le temps de contempler, de vous émerveiller et puis de regarder tous ces petits détails qu'on ne prend pas le temps de regarder chaque jour. D'accord ? Alors vous pouvez reprendre vos sacs à dos. Explique-moi le principe de la sylvothérapie. En fait, la sylvothérapie, c'est une reconnexion à la nature et c'est une reconnexion à soi. Pour prendre conscience qu'on est ici et maintenant, laisser le mental, laisser les tracas du quotidien. C'est très proche d'une démarche de méditation en pleine conscience. Exactement, c'est vraiment prendre conscience de sa respiration, de son souffle et petit à petit, en douceur, amener les personnes à prendre conscience que vraiment elles sont rentrées dans un espace sacré. Cet environnement de forêt, il est essentiel dans votre démarche. Ah ben oui, il est essentiel et en fait c'est lui qui nous inspire. Les arbres sont vivants. Quand on est à leur contact, c'est vraiment magique en fait. Ils nous aident vraiment à nous recentrer sur nous. C'est vrai que quand on élève le regard vers eux, eh bien on se sent nous aussi comme grand, comme immense. Tu comprends que ça puisse faire, entre guillemets, sourire certaines personnes? Évidemment, parce que en fait, c'est vrai que quand on parle de sylvothérapie, souvent, il y a le côté très réducteur, c'est vous êtes les gens qui font des câlins aux arbres. En fait, la sylvothérapie, c'est pas du tout ça. C'est vraiment, comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment prendre le temps de retourner dans la nature. Avant de devenir praticien en sylvothérapie, Belinda et François vivaient et travaillaient à Paris. À la naissance de leur premier enfant, ils décident de revenir dans leur région d'origine pour profiter de la nature environnante et développer l'activité des bains de forêt. Ils sont aujourd'hui les seuls dans le département à proposer cette démarche, quasi inconnue en France, mais très répandue au Japon. La forêt de Moulières, c'est les chênes. Dans la famille des arbres, c'est le patriarche. C'est la force royale. Il est divin, il est noble. On prend le temps de le laisser pousser. Le chêne, c'est la patience. La patience, mais c'est la dignité, c'est le respect. On va vous inviter un petit peu à choisir un chêne par rapport à ce que vous souhaitez ressentir avec lui. Vous allez rentrer dans une intimité totale. Et pour le choisir, il faut aller à l'instinct. Et puis, il faut qu'il ait une base dégagée. C'est-à-dire que là, il va être accueillant. Est-ce qu'il y a des données scientifiques qui démontrent l'efficacité de ce genre de pratique? Aujourd'hui, il y a un gros développement. Les Norvégiens ont créé, en train de breveter les hôpitaux forêts, avec des cellules pour enfants qui sont mises dans des forêts. C'est-à-dire que les enfants qui sont en chambre stérile ont des baies vitrées devant, plongées comme ça, le même regard qu'on aurait là. Et on s'aperçoit que finalement, ça fonctionne très bien. Les guérisons se font plus vite. Les traitements sont plus vite assimilés, moins longtemps. Ce qui fait quand même que voilà, il y a pas mal de choses qui font qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est une grande richesse. Vous allez tout doucement pouvoir vous rapprocher de votre arbre, de ce chêne que vous avez choisi. Et vous allez positionner vos mains de chaque côté de son tronc. Ressentez l'énergie qui part de ses racines et traverse tout votre corps. Et puis laissez-vous porter par cet instant. Je dois avouer que c'est assez étrange. Je vais te dire ce que j'ai ressenti. J'ai eu du mal à me connecter
au départ, peut-être la crainte du ridicule, je vais être franc. Et il y a un moment très particulier, c'est quand j'ai levé la tête et que je le tenais là, parce que la cime de l'arbre qui bougeait, j'avais l'impression que c'était ma cime à moi. Et ça, c'était fort. Et je pensais pas que ça me ferait ça. Ouais, c'est très, très, très puissant. Hein. Dès qu'on touche l'arbre, il se passe quelque chose. Il faut le vivre en fait. Ouais. Pour le comprendre, il faut le vivre. C'était super, merci. Je suis bien contente.